quand j'ai demandé la date du mariage de ma fille, mon gendre m'a dit, c'était il y a 2 jours. Nous n'avons invité que les personnes spéciales. Une semaine plus tard, ma fille m'a appelé. Le loyer est dû. Tu as déjà payé, ai-je répondu. Je n'aide que les personnes spéciales. Je m'appelle Thomas, j'ai 60 ans, et depuis que ma femme Clara est décédée il y a 10 ans, ma vie a tourné autour d'une seule et unique personne, ma fille, également prénommée Clara, en l'honneur de sa mère. J'ai toujours voulu lui donner le meilleur, tout comme je l'avais fait pour ma femme de son vivant. Élever Clara seule n'a pas été facile, mais chaque sacrifice en valait la peine, car je voyais en elle la même étincelle de vie que sa mère avait. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'au jour où tout a changé. Je suis un homme simple, un comptable à la retraite qui a travaillé 35 ans dans une entreprise de transport, économisant chaque sou pour m'assurer que Clara ne manquerait jamais de rien. Quand ma femme est décédée, j'ai mis de côté mes propres rêves, voyager, peut-être acheter une petite maison à la campagne, pour m'assurer que Clara ait tout ce dont elle avait besoin. Une bonne éducation, de jolis vêtements, un toit sûr. Et quand elle a rencontré David, son petit ami, puis fiancé et mari, j'ai pensé que mes efforts avaient payé. Clara était amoureuse et, en tant que père, je ne voulais que la voir heureuse. Pour être honnête, David ne m'a jamais vraiment plu. C'était un type grand avec un sourire qui semblait étudier, comme s'il était toujours en train de vendre quelque chose. Il parlait beaucoup de ses grands projets, une entreprise qui ne décollait jamais vraiment, une idée qui était toujours sur le point de se concrétiser, mais en 5 ans que je l'ai connu, je ne l'ai pas vu travailler plus de 6 mois d'affilée. Clara, en revanche, le regardait comme s'il était l'homme le plus brillant du monde. Je ne disais rien. Après tout, l'amour rend aveugle et ma fille semblait heureuse. Alors pour elle, j'ai accepté David, je l'ai même aidé. Quand Clara et David ont emménagé ensemble, j'ai payé la caution de l'appartement car ils n'avaient pas d'économie. C'était un bel endroit dans un quartier calme, avec un loyer de $3000 par mois. Clara travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire, mais son salaire couvrait à peine ses dépenses personnelles. David, de son côté, était toujours entre 2 projets, alors sans qu'il me le demande, j'ai commencé à payer le loyer chaque mois. C'est temporaire, me disait Clara, jusqu'à ce que David trouve quelque chose de stable. Je hochais la tête, je sortais mon carnet de chèques et je payais. Je ne voulais pas que ma fille vive dans l'inquiétude. Avec le temps, je n'ai pas seulement payé le loyer. J'ai acheté un réfrigérateur quand le leur est tombé en panne, une machine à laver quand Clara m'a dit que laver le linge à la main était un supplice, et même un téléviseur à écran plat parce que David insistait sur le fait qu'ils avaient besoin de quelque chose de décent pour se détendre. Quand Clara est tombée malade et a eu besoin d'une opération d'urgence, j'ai couvert les frais médicaux, et quand ils m'ont annoncé qu'ils allaient se marier, je n'ai pas hésité à leur offrir $50 000 pour le mariage. C'est un jour spécial, leur ai-je dit. Je veux que ce soit parfait pour vous. Au total, durant ces 4 années, j'estime avoir dépensé plus de $250 000 pour eux. Je ne le regrettais pas, car chaque fois que je voyais Clara sourire, je sentais que je faisais ce qu'il fallait. Mais tout a changé un jour. C'était un samedi après-midi, et j'étais à la maison en train de regarder de vieilles photos de Clara quand elle était petite. La nostalgie m'a envahi, alors j'ai décidé de l'appeler pour savoir comment avançait l'organisation du mariage. J'étais excité. J'imaginais le moment où je la verrais marcher vers l'autel, peut-être dans une robe blanche comme celle que portait sa mère. J'ai composé son numéro, mais c'est David qui a répondu. « Salut David, comment vas-tu » ai-je dit en essayant de paraître joyeux. « Est-ce que Clara est là ?» Je voulais vous demander où en est le mariage, la date, les détails. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, ce genre de silence qui vous fait sentir que quelque chose ne va pas. Puis, d'un ton froid, presque tranchant, David a répondu, « Thomas. Le mariage a déjà eu lieu. C'était il y a 2 jours. Nous n'avons invité que les personnes spéciales. » Je suis resté de glace. Je ne savais pas quoi dire. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en pleine poitrine. Les personnes spéciales, ai-je répété dans ma tête. Moi, qui avais payé la moitié de ce mariage, qui avais été là pour eux à chaque étape, je n'étais pas spécial. J'ai essayé de garder mon calme. Il y a 2 jours, ai-je demandé, la voix tremblant un peu. Mais personne ne m'a rien dit. C'était quelque chose de petit, d'intime, a dit David, comme s'il expliquait pourquoi on ne m'avait pas invité à un simple dîner. Clara voulait que ce soit simple. Est-ce que Clara est là?
Je peux lui parler? Ai-je insisté, sentant la colère commencer à se mêler à la douleur. Non, elle est occupée maintenant. Elle t'appellera plus tard, a-t-il répondu avant de raccrocher sans me laisser la chance d'en dire plus. Je suis resté là, à regarder le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Je n'arrivais pas à y croire. Ma propre fille, la personne pour qui j'avais tout donné, s'était mariée sans même me le dire. Je me suis assis sur le canapé, la tête entre les mains, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À quel moment ai-je cessé d'être important pour elle? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis mis à consulter les réseaux sociaux, chose que je ne fais pas souvent car je ne comprends pas bien comment ça fonctionne, mais c'était là. Des photos du mariage. Clara, radieuse, dans une robe blanche, souriant aux côtés de David. La famille de David était sur toutes les images, ses parents, ses frères et sœurs, même ses cousins. Ils riaient, trinquaient, dansaient. Mais je n'étais sur aucune d'entre elles. Pas une seule mention, pas une seule photo, pas un seul message. Je me suis senti comme un étranger dans la vie de ma propre fille. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Je me sentais trahi, blessé, mais surtout stupide. Comment n'ai-je pas vu ça venir? J'avais tout donné pour Clara et David, et ils m'avaient laissé à l'écart du jour le plus important de leur vie. J'ai essayé de parler à Clara, mais elle ne répondait pas à mes appels. J'ai envoyé des messages, mais je n'ai reçu que des réponses courtes. Je suis occupé, papa. On se parle plus tard. Chaque mot était comme un coup de poignard. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné. C'était Clara. Sa voix semblait agitée, presque désespérée. Papa, le loyer est dû. Tu as payé ce mois-ci? A-t-elle demandé, sans même me saluer. Je suis resté silencieux un moment, assimilant ce que je venais d'entendre. Après tout ce qui s'était passé, après qu'il m'ait exclu de son mariage, c'était la première chose qu'elle me disait. J'ai ressenti un mélange de rage et de tristesse que je ne pouvais contenir. Clara, ai-je dit, avec un calme qui m'a surpris moi-même. Je n'aide que les personnes spéciales. Il y eut un silence à l'autre bout. Puis sa voix a changé. Elle est devenue aiguë, presque hystérique. Quoi? De quoi tu parles, papa? On a besoin de l'argent. Le propriétaire nous met la pression. Clara, j'ai payé ton loyer pendant 4 ans. J'ai acheté tes appareils électroménagers, couvert tes urgences, j'ai même payé une partie de ton mariage. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? On m'a laissé à l'écart de ton mariage. J'ai appris par ton mari que je suis considéré comme moins que spécial. Alors non, je n'ai pas payé le loyer et je ne le paierai pas, la dispute qui a suivi a été l'une des pires de ma vie. Clara m'a traité d'insensible, d'égoïste. Elle a dit que je ne comprenais pas à quel point c'était difficile pour eux. Je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai rappelé chaque sou que j'avais dépensé pour elle et David, chaque sacrifice que j'avais fait pendant qu'ils vivaient sans souci. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être un distributeur automatique de billets pour quelqu'un qui ne valorisait pas ma présence. Clara, je t'ai tout donné, lui ai-je dit, la voix brisée. Mais je ne suis pas un meuble que tu peux utiliser quand ça t'arrange. Je suis ton père. Tu n'es plus mon père, a-t-elle crié avant de raccrocher. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir à nouveau. Mais ce n'était pas seulement de la tristesse que je ressentais. Il y avait autre chose, quelque chose qui commençait à grandir en moi, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai réalisé que j'avais passé trop de temps à faire passer Clara et David avant moi. J'avais sacrifié ma propre vie, mes économies, ma tranquillité pour des gens qui ne m'estimaient pas, et ça allait changer. Le lendemain, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à faire les comptes. J'ai sorti un vieux cahier et j'ai noté chaque dépense que j'avais faite pour eux au cours des 4 dernières années. 3 000 $ par mois pour le loyer, 50 000 $ pour le mariage, 5 000 $ pour le réfrigérateur, 3 000 $ pour la machine à laver, 2 000 $ pour le téléviseur, 15 000 $ pour l'opération de Clara, et la liste continuait. Quand j'ai eu fini, le total m'a coupé le souffle, 252 300 $. Plus d'un quart de million de dollars. Je l'ai écrit sur une feuille avec les dates, les détails et les montants. Ce n'était pas seulement une facture, c'était la preuve de tout ce que j'avais donné. J'ai décidé que je n'allais pas laisser les choses en l'état. J'ai imprimé la facture, je l'ai mise dans une enveloppe et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Clara. Quand je suis arrivé,
j'ai sonné. David a ouvert la porte avec ce même sourire étudié qui m'agaçait tant. Thomas, quelle surprise, a-t-il dit, comme si de rien n'était. C'est pour Clara, ai-je répondu en lui tendant l'enveloppe. Et dis-lui de ne pas m'appeler tant qu'elle n'aura pas compris ce que signifie être une famille. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai tourné les talons et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de douleur. Je savais que ce que je venais de faire allait changer ma relation avec Clara pour toujours, mais je savais aussi que c'était nécessaire. Pour la première fois depuis des années, je prenais le contrôle de ma vie. En arrivant à la maison, j'ai appelé un serrurier. J'ai changé les serrures de ma maison car je ne voulais pas de surprise de la part de Clara ou David essayant de me convaincre avec des larmes ou des promesses vides. Ensuite, j'ai cherché sur Internet un avocat recommandé dans ma ville. J'ai trouvé Maître Moral, un homme d'une 50aine d'années avec de bonnes critiques et une réputation d'être juste mais ferme. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Je voulais protéger mes économies, ce qu'il me restait après des années à tout dépenser pour ma fille. Je n'allais plus laisser personne m'utiliser. 2 jours plus tard, Clara m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. Son ton était un mélange de colère et de désespoir. « Papa, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Tu vas vraiment nous laisser nous faire expulser? Tu es notre père. Comment peux-tu être aussi cruel? David cherche du travail, mais ce n'est pas si facile. S'il te plaît, juste ce mois-ci. Je te jure qu'on te remboursera après. » J'ai écouté le message 3 fois, et à chaque fois, je ressentais moins de culpabilité et plus de clarté. Clara ne me demandait pas de l'aide, elle exigeait que je continue d'être sa bouée de sauvetage, comme si c'était mon obligation. Mais je n'étais plus le même homme qui payait sans poser de questions. J'ai effacé le message et j'ai éteint mon téléphone. Cette même semaine, j'ai appris que le propriétaire de Clara et David avait entamé la procédure d'expulsion. Apparemment, ils ne devaient pas seulement le loyer de ce mois-là, mais ils avaient aussi des dettes auprès de la banque pour une nouvelle voiture qu'ils avaient achetée. J'imaginais David avec son air de grandeur, promettant au propriétaire que tout s'arrangerait bientôt, pendant que Clara tentait de sauver les apparences. Mais cette fois, il n'y avait personne pour les secourir. Pendant ce temps, je poursuivais ma vie. J'ai commencé à faire des choses que j'avais reportées pendant des années. Je suis allé au marché et j'ai acheté des ingrédients pour cuisiner des recettes que ma femme faisait autrefois, un ragoût de bœuf avec des pommes de terre qui emplissaient la maison d'une odeur chaude et familière. Je me suis inscrit à un atelier de menuiserie au centre communautaire, quelque chose que j'avais toujours voulu apprendre mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps, car j'étais occupé à résoudre les problèmes de Clara. J'ai même commencé à marcher tous les matins dans le parc, profitant de l'air frais et de la sensation d'être en vie, d'être présent pour moi-même. Un après-midi, alors que je ponçais une planche de bois à l'atelier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le propriétaire de Clara, un homme nommé Monsieur Raoul, à qui j'avais parlé une fois lorsque j'avais payé la caution de l'appartement. « Monsieur Thomas, excusez-moi de vous déranger », a-t-il dit d'une voix lasse. « Je voulais juste confirmer si vous alliez couvrir le loyer en retard de votre fille. Je ne peux plus attendre. Je vais les expulser la semaine prochaine s'ils ne paient pas, Monsieur Raoul, je vous remercie de votre appel, ai-je répondu en gardant mon calme. Mais je ne paie plus rien pour eux. Ce que Clara et David font est désormais leur responsabilité. » Il y eut un silence à l'autre bout, puis Monsieur Raoul a soupiré. « Je comprends, Monsieur Thomas. Je suis désolé que les choses en soient arrivées là. Merci de m'avoir prévenu. » J'ai raccroché et je suis resté à regarder la planche de bois devant moi. Je n'ai pas ressenti de culpabilité, mais une pointe de tristesse. Non pas pour Clara et David, mais pour la petite fille dont je croyais autrefois qu'elle avait besoin de moi. Cette petite fille n'existait plus, et je devais l'accepter. L'expulsion a eu lieu une semaine plus tard. Je l'ai appris parce que Clara m'a envoyé un message furieux, plein de majuscules et de points d'exclamation. « On s'est fait expulser par ta faute. Comment as-tu pu nous faire ça? Tu es un père horrible. » J'ai lu le message et l'ai effacé sans répondre. Ça ne servait à rien de discuter avec quelqu'un qui ne voyait que mon argent. Plus tard, j'ai su que Clara et David avaient déménagé dans un appartement beaucoup plus petit, dans un quartier moins agréable. Ils n'avaient plus les luxes d'avant. Pas de téléviseur à écran plat, pas de machine à laver neuve, pas de dîner coûteux dont David se vantait tant sur les réseaux sociaux. Clara a commencé à travailler dans un magasin de vêtements,
un emploi qu'elle aurait elle-même considéré comme médiocre quelques mois auparavant. David, de son côté, cherchait toujours des opportunités, mais personne ne semblait faire confiance à ses grands projets. Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'apprendre que les parents de David, ceux-là même qui avaient trinqué au mariage pendant que j'étais exclu, se moquaient maintenant de Clara. La mère de David disait à tout le monde que Clara n'était pas à la hauteur de son fils, qu'elle ne savait pas gérer un foyer, que c'était une honte qu'il se soit fait expulser. La rage m'a envahi en imaginant Clara subir ces humiliations, mais j'ai aussi ressenti une étincelle de justice. Elle avait choisi David et sa famille plutôt que moi, et maintenant elle en voyait les conséquences. Pendant ce temps, je continuais ma nouvelle routine. L'atelier de menuiserie est devenu mon refuge. J'ai fabriqué une petite table pour ma salle à manger et chaque fois que je la regardais, je ressentais de la fierté. Elle n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Faite de mes propres mains. J'ai aussi commencé à sortir plus souvent avec de vieux amis, des collègues de mon époque à l'entreprise de transport. Nous nous réunissions le vendredi dans un café pour jouer au domino, en riant d'histoires du passé. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre, comme si je m'étais débarrassé d'un poids que je ne savais même pas que je portais. Maître Moral m'a appelé une semaine après l'expulsion pour me dire que la fiducie était prête. Mes économies étaient protégées et il avait rédigé un testament qui stipulait clairement que personne ne pouvait rien réclamer sans mon consentement. Il m'a également suggéré d'envisager de voyager, peut-être de faire ce voyage à la campagne dont j'avais toujours rêvé. Thomas, vous le méritez, m'a-t-il dit. Et il avait raison. Un soir, alors que je dînais seul chez moi, j'ai pensé à Clara. Je me suis demandé si un jour elle comprendrait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Je ne voulais pas la punir, même si je suis sûr qu'elle le voyait ainsi. Je voulais seulement qu'elle apprenne que l'amour et la famille ne sont pas une transaction, qu'on ne peut pas tout prendre de quelqu'un pour ensuite le traiter comme s'il ne comptait pas. Peut-être qu'un jour elle comprendrait. Peut-être pas. Mais ce n'était plus mon travail de le lui apprendre. 6 mois ont passé depuis que Clara et David ont été expulsés. J'ai appris par un ami commun qu'ils vivent maintenant dans un petit appartement, dans un quartier bruyant où les murs sont fins et où l'eau chaude est un luxe. Clara travaille comme caissière dans un magasin de vêtements, un emploi qu'elle aurait méprisé auparavant, quand elle vivait de mes chèques. David, de son côté, a abandonné ses grands projets et nettoie maintenant des bureaux la nuit. La famille de David, ceux-là même qui ont trinqué au mariage pendant que j'étais exclu, les désigne maintenant avec mépris, les traitant de ratés lors des réunions de famille. Une partie de moi ressent une pointe de douleur pour Clara. Après tout, c'est ma fille. Mais cette pointe ne me contrôle plus, je ne porte plus son fardeau. Moi, en revanche, je suis libre. À l'atelier de menuiserie, j'ai terminé une table en chêne qui orne maintenant ma salle à manger. Chaque veine du bois me rappelle que je peux créer quelque chose de mes propres mains, quelque chose que personne ne peut m'enlever. J'ai voyagé à la campagne, comme j'en avais toujours rêvé, et j'ai acheté une petite maison simple avec un porche d'où je peux regarder les étoiles. Le vendredi, mes amis du domino remplissent ma maison de rire et de café, me rappelant que la vie peut être simple et belle. Maître Moral, mon avocat, a sécurisé mes économies dans une fiducie. Personne ne m'utilisera plus jamais comme un distributeur automatique de billets. Il y a un mois, mon téléphone a sonné. C'était Clara. Son nom sur l'écran m'a fait hésiter, mais j'ai répondu. Sa voix était brisée, entrecoupée de sanglots. « Papa, c'est moi », a-t-elle dit, presque en chuchotant. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti un nœud dans mon estomac, un mélange d'espoir et de prudence. J'avais imaginé ce moment de nombreuses fois, mais je ne savais pas si j'étais prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. « D'accord, Clara », ai-je dit d'une voix calme mais ferme. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Papa. »« Je suis désolé, » a-t-elle finalement dit, la voix larmoyante. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je n'aurais pas dû te laisser à l'écart du mariage. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller si loin. Je suis resté silencieux, laissant ces mots flotter entre nous. Je voulais la croire, mais la blessure était encore fraîche. Finalement, j'ai parlé. « Pourquoi, Clara ?» ai-je demandé d'une voix basse, mais chargée d'années de douleur. « Pourquoi m'as-tu exclu ? J'ai payé la moitié de ton mariage, je t'ai donné un foyer, tout ce que tu as demandé, et tu me laisses à l'écart parce que je ne suis pas spécial. Explique-moi, parce que je ne comprends toujours pas. » C'est David, a-t-elle admis, presque dans un murmure.
C'est lui et ses parents qui m'ont convaincu. Ils ont dit que le mariage devait être petit, juste pour la famille proche, qu'inviter plus de monde compliquerait les choses. Je voulais t'inviter, papa. Je te jure que oui, mais David a dit que tu ne cadrais pas avec eux, que tu étais trop simple. Et ses parents, ils m'ont toujours fait sentir que je n'étais pas assez bien, que je devais leur prouver que j'en valais la peine. Je me suis laissé influencer, papa. J'ai eu tort. Chaque mot était comme un coup de poing, mais cela ne me surprenait pas. J'avais vu le mépris dans les yeux de David et de ses parents, cette arrogance de ceux qui se croient supérieurs. Mais ce qui faisait le plus mal, c'est que Clara, ma Clara, avait choisi de leur plaire à eux plutôt que de me défendre. Et pendant toutes ces années, Clara, ai-je continué, sentant la rage monter dans ma poitrine, quand je payais ton loyer, ta machine à laver, ton opération, tes caprices, tu te laissais aussi influencer à ce moment-là? Ou est-ce que tu me voyais seulement comme une banque inépuisable? Non, papa, ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit, mais sa voix semblait faible, comme si elle-même doutait de ses paroles. Je t'ai toujours été reconnaissante, mais... Je ne sais pas, je pensais que tu serais toujours là, que tu m'aiderais toujours. Je n'ai pas réalisé à quel point nous te faisions du mal. Je ne sais pas comment arranger ça, papa, a-t-elle murmuré. David. Il n'est plus le même. Ses parents me traitent comme de la merde. Et maintenant que nous n'avons plus rien, je réalise tout ce que tu as fait pour nous. S'il te plaît, donne-moi une chance. J'ai voulu la croire, mais la blessure était profonde. Je me suis souvenu des photos du mariage, des rires de la famille de David, de ses paroles froides au téléphone. Je me suis souvenu des années de sacrifice, des nuits blanches, des rêves que j'ai reportés pour eux, et j'ai su que même si je l'aimais, je ne pouvais pas redevenir le même. Je ne te donnerai pas d'argent, Clara, ai-je dit d'une voix ferme. Si tu veux regagner quelque chose, ce ne sera pas avec des mots, ce sera par des actes, avec le temps. Une blessure ne guérit pas avec un simple « je suis désolé ». Peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire quelque chose, mais pas aujourd'hui. Je me suis levé, j'ai laissé de l'argent pour le café et je suis sorti. Clara ne m'a pas suivi et je ne me suis pas retourné. Cette nuit-là, assis sur le porche de ma petite maison à la campagne, j'ai regardé la pleine lune. La facture de 252 300 $ a été ma libération. Le prix de ma dignité. Pour la première fois, je vis pour moi, et ça, personne ne pourra me l'enlever. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.